C'est lesquels de vous deux qui le présentent là? Parfait. Puis, nos juges, c'est complet. Les juges, vous êtes prêts? Prêts et prêtes? Parfait. L'équipe, ça va si je voulais les directives en français? Oui. Super. Donc, bonjour. Bienvenue à la présentation du cas GRH du symposium. Je vais vous lire les instructions pour la présentation et ensuite, je vais laisser les juges se présenter puis là, je vais vous donner le OK pour commencer. Donc, comme vous le savez sûrement, vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution aujourd'hui au juge. Le temps va commencer à s'écouler dès que vous avez dit votre premier mot. Donc, je vais m'occuper moi-même du coucou pour lequel j'envoie le lien à l'instant même dans le chat, d'appuyer sur play une fois que vous avez dit votre premier mot. Le jury ne peut pas vous interrompre pendant la présentation, mais sachez que suite à la présentation, il va y avoir une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de la présentation. Pendant la période de questions, si vous êtes en train de parler et que le temps, le 5 minutes s'est écoulé, je vais vous permettre de terminer votre phrase dans laquelle vous êtes en train de parler, mais après ça, je vais devoir couper le tout si ça vient à ça. Donc, je vais demander au juge de se présenter. Félix Deschâtelet, cofondateur et président de Emma. Bonjour, Vincent Girard, directeur des opérations chez Emma. Allô, moi c'est Cindy, je suis directrice des ventes chez Emma. Bonjour, je suis Nathalie, consultante en ressources humaines. Donc, c'est quand vous voulez, l'équipe Q. Donc, bonjour à tous. Mon collègue Philippe et moi-même, Christelle, sommes venus ici aujourd'hui en tant que conseillers de la firme 2J3. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est 2J3, nous sommes une firme de conseillers en RH centrée à 100% sur l'humain. Nous sommes spécialisés dans la gestion de la diversité sous toutes ses formes. Nous sommes la parfaite organisation pour vous épauler parce qu'avec 2J3, vous faites la différence entre ce que vous voulez entendre et ce dont vous avez vraiment besoin. Alors, notre présentation ira comme suit. Donc, on va commencer par vous faire une brève présentation de votre organisation. Ensuite, on va discuter du mandat RH que vous nous avez confié, des enjeux et solutions qu'on a trouvés en lien avec cela. Ensuite, on va vous présenter notre échéancier de plan. Puis, on va continuer avec la rentabilité et on va conclure sur tous ces aspects. Alors, tout d'abord, la présentation d'Emma, votre entreprise, ce qu'on a pu ressortir comme force, la stratégie de différenciation que vous avez, surtout au niveau de votre secteur, tant au niveau des produits qu'au niveau de vos méthodes de gestion. C'est probablement la plus grande force que vous avez au niveau, en tant qu'avantage concurrentiel sur les autres. La culture organisationnelle qui est très forte et qui est très ciblée, encore une fois, sur des valeurs humaines, les valeurs de l'entreprise, la mission de l'entreprise, les défis auxquels l'entreprise se face maintenant, le nouveau contexte de télétravail, sans ne pas être une opportunité, ça ne veut pas dire qu'elle ne représente pas un défi parce que c'est quand même délocalisé et on n'a plus cet environnement de travail conjoint. Et la rapidité des processus qu'on a pu observer dans l'étude de cas qui fait que, oui, l'acceptation des assurances se fait de façon très rapide, il n'y a pas de délai associé à ça, mais moins il y a de délai quand même, plus il y a de chances de faire peut-être une erreur d'inattention du processus. Les opportunités qu'on a relevées, se positionner comme un employeur de choix en termes d'assureurs au Canada. Ensuite, une croissance très fructueuse parce que vous avez quand même des plans de croissance ambitieux. Et on pense que si c'est fait selon les bons plans, ça peut être extrêmement fructueux pour vous. Les risques qui peuvent se présenter à nous, c'est de passer d'une entreprise qui promouvoit la diversité et que cette diversité-là se confond plus avec une disparité au niveau de vos fonctions les fonctions de gestion, dans le fond, qui sont délocalisées encore une fois et que les cellules un peu optent pour des manières un peu plus autonomes de fonctionner. Donc, ça entraînerait une disparité au niveau du fonctionnement organisationnel. Et le plus grand risque pour l'entreprise, Emma, ce serait de devenir comme les autres, en fait. Comme on a précédemment dit, c'est que la stratégie de différenciation, c'est votre principal atout. Donc, le plus grand risque, ce serait en fait de perdre cette identité-là qui fait que vous êtes unique sur le marché. Christelle? Donc, pour ce qui est du mandat RH que nous avez confié, notre tâche était de développer des indices de performance et de productivité alignés avec vos valeurs et votre mission. Ensuite, on devait implanter un processus de formation et développement des compétences, de dotation ainsi que de gestion de la performance. Puis, on devait assurer une bonne répartition des responsabilités RH au sein de votre équipe de direction. Pour y parvenir, on a décidé qu'on devait évaluer la performance et la productivité,
maintenir nos capacités d'innovation et d'apprentissage, mettre à jour le processus de dotation, apprécier la performance et soutenir l'organisation et l'équipe. Donc, lorsqu'on aborde les indicateurs de performance et de productivité, en ce moment, ça tournait beaucoup sur des indicateurs quantitatifs et individuels lorsque vous aviez abordé les mesures dans l'étude de cas. Comme on s'est plaît à rappeler la mission d'Emma, c'est de rendre l'assurance vie accessible, simple, abordable et non discriminante. On s'est dit que les indicateurs qu'on voulait privilégier s'alignaient principalement sur ces mêmes valeurs-là, cette même mission-là. Donc, les indicateurs sur la tâche, on va y aller avec le taux de conversion qui fait que c'est non discriminant entre les quarts de jour, les quarts de soir, justement, où la masse de clients n'est pas les mêmes. Fait que si on y va dans les critères absolus, on a plus de chances, justement, de créer un petit peu cette iniquité-là. On peut garder la prime moyenne par client, la prime moyenne par police, sans toutefois y donner la même pondération peut-être que les mêmes critères. C'est quand même bon de garder des critères à performance individuelle qui sont un peu plus absolus justement pour que la personne, lorsqu'on fait son évaluation, ait quand même une bonne rétroaction de sa performance individuelle et non pas collective. Et l'expérience client, peut-être, c'était pas mentionné dans l'étude de cas, mais on pense qu'un sondage client suite à avoir fait affaire avec un conseiller chez vous serait une bonne façon d'évaluer le rendement sur la tâche tout en étant aligné justement avec les valeurs d'Emma qui privilégient plus l'esprit d'équipe, les comportements et non pas juste le chiffre d'affaires ou les résultats. Et on voulait faire place à la performance contextuelle dans vos indicateurs aussi, non pas axé sur la tâche. Donc, l'esprit d'équipe est quand même beaucoup privilégié au sein de l'entreprise. Donc, justement, d'évaluer avec des valeurs ciblant le travail en équipe et la citoyenneté organisationnelle au sein de votre équipe. On veut viser une mobilisation des employés qui est plus grande et une implication au-delà de la tâche chez vous et dans l'évaluation de la performance. Christelle? Pour ce qui est de la formation et du développement des compétences, donc les deux choses principales dont on veut vous parler, c'est les outils technologiques et la formation continue, parce que la culture d'apprentissage et d'innovation constante s'aligne avec les valeurs de votre entreprise. Donc, pour ce qui est des outils technologiques, ce qui est le plus important, ce serait de faire des formations lorsque les personnes arrivent dans l'entreprise pour être sûr que tout le monde sache comment bien utiliser les outils et suivre les processus qui sont déjà en place. Donc, ça va être important de faire affaire avec les spécialistes en TI au sein de l'entreprise. Puis, il va y avoir l'optimisation de l'utilisation des outils à la disposition des employés. Donc, c'est bien de savoir s'en servir, mais il faut vraiment que tout le monde s'en serve au quotidien. Ensuite, pour ce qui est de la formation continue, donc les nouveaux produits disponibles, c'est important que les employés soient au courant des nouveautés au sein de votre entreprise, puis qu'ils sachent les vendre aux employés. Ensuite, pour ce qui est du savoir-être et des compétences relationnelles, donc ça va être important de faire attention à nos employés, puis de s'assurer qu'ils sont confortables, puis que tout se fait de façon personnalisée pour chacun d'entre eux, parce que c'est pas tout le monde qui évolue à la même vitesse. Puis c'est à ce moment-là qu'il va vraiment avoir un développement de soi pour chacun des employés. Qui implique une nouvelle expansion, vous êtes passé d'une petite entreprise, une jeune entreprise, une entreprise innovante, et vous voulez justement amener une expansion. On a trouvé que votre principe d'attraction avec la description de poste et l'offre d'emploi qui était fait était super dynamique. Elle laissait place justement beaucoup d'opportunités pour ceux qui veulent appliquer parce que justement, elle n'était pas trop discriminante. Vous faisiez la promotion de l'application, même si le candidat parfait n'avait pas tous les acquis encore. Donc, c'est super dynamique, c'est une belle façon de recruter en lien avec vos valeurs, mais ça vient alourdir peut-être le processus de sélection, qui n'est pas encore un problème pour une jeune entreprise, mais plus en plus que vous allez vouloir prendre de l'expansion, plus en plus vous allez recevoir des candidatures. On s'est dit que procéder à la mise en place d'une présélection basée sur un principe de scénarisation, au niveau de maîtrise des compétences que vous requérez ou les diplômes et tous les prérequis, permettrait de faire ça plus rapidement et d'alléger le processus pour justement, en contexte si vous passez d'une jeune entreprise, d'une petite entreprise à 50 employés, 80 employés un jour, ça va quand même optimiser le traitement entre
recevoir les dossiers candidats et justement savoir lesquels vont passer une sélection finale et une entrevue individuelle. Et au niveau de l'intégration, encore une fois, on essaie de mettre la séparation entre la jeune entreprise à petite échelle et celle qui aspire à devenir plus grande. Le danger, c'est peut-être de perdre la culture organisationnelle que vous avez, qui est une de vos forces. Donc, assurer une conformité quant à l'intégration des nouveaux employés, encore plus important en termes de télétravail, parce que, encore une fois, c'est délocalisé et il y a plus de risques d'en échapper un ou l'autre. Assurer un suivi rapproché afin de bonifier l'expérience candidat du nouvel employé et inévitablement, dans le fond, assurer qu'il part du bon pied et qu'on garde notre culture organisationnelle intacte. Christelle? Donc, au-delà de la performance, je rappelle les indices. Donc, on vous a parlé d'indices axés sur la tâche et d'indices axés sur le contextuel. Donc, pour ce qui est des opportunités, les plans de formation personnalisés, en fait, c'est fait pour combler les lacunes de chacun des employés séparément. Puis, ce qui va vraiment nous aider là-dedans, ça va être la mesure de la performance contextuelle parce qu'elle va nous permettre de cibler les intérêts des employés au sein de l'entreprise. Puis, ça va permettre à tous les employés d'avoir des initiatives personnelles au sein de l'entreprise. En termes de rétroaction, donc, on va consolider les liens avec les employés. Donc, des choses comme faire de l'information ciblée ou offrir du mentorat, ça va vraiment permettre aux membres de la direction de se rapprocher des employés, puis de vraiment leur permettre d'utiliser leurs pleines compétences et potentiel au sein de l'entreprise. Au niveau de la répartition des responsabilités RH, on a vu dans l'étude de cas justement que les membres de direction occupaient des fois un poste de conseiller à temps partiel. On s'est dit que c'était peut-être préférable, si on prenait l'expansion, de se départir de cette fonction-là qu'ils ont pour les remplacer par les responsabilités RH. Donc, ça ne viendrait pas s'additionner à leurs responsabilités, ça viendrait juste peut-être subroger une partie des responsabilités qu'ils occupent. On s'est dit que le CEO pourrait rester comme il fait assurer la coordination et l'alignement stratégique de la fonction RH avec la stratégie d'entreprise. Et autour de lui graviteraient justement les personnes qui s'occuperaient de chaque créneau de la fonction RH qui serait plus en lien avec son poste. Donc, au niveau des TI, le CTO s'occuperait principalement de la formation. Comme on a vu, les outils technologiques sont quand même une bonne partie des avancées et du modèle d'affaires de Emma. Donc, il devrait être activement impliqué dans le processus de formation et développement des compétences parce qu'il est directement lié quand même à cet écart de compétences-là qui pourrait se créer au sein de l'entreprise. Au niveau de directeur d'opération, il serait également impliqué dans la formation et le développement des compétences parce que c'est quand même lui qui connaît le mieux, je pense, les besoins organisationnels au complet de l'entreprise et là où on devrait peut-être combler un écart de compétences. Et au niveau de la rémunération, on s'est dit c'est lui qui on n'avait pas trop d'informations sur le système de gestion de performance. On a vu que le boni, il y avait une situation d'iniquité qui s'était créée. On pensait l'aligner avec les objectifs collectifs. On s'est dit si la personne qui évalue est détachée en tant que supérieur hiérarchique des conseillers, ce serait plus facile pour lui de justifier son objectivité. Et donc, on attribue la rémunération à la direction des opérations. Conseiller marketing, le VP marketing, on a mis la dotation parce qu'il est directement... On a séparé dotation et marketing RH justement pour mettre l'emphase sur le fait que la marque employeur et se positionner comme un employeur de choix, c'est quand même une immense opportunité pour Emma. Et donc, ce serait bien d'aligner le marketing RH autour de cette marque employeur pour faire l'attraction justement des candidats potentiels. Et donc, il est directement impliqué dans la dotation de l'entreprise. Et la directrice des ventes, c'est celle qui s'occupe principalement de la gestion de la performance parce que, comme elle dirige l'équipe de conseillers, elle a quand même un lien privilégié de proximité avec eux. Et dans le contexte du télétravail, encore une fois, c'est super difficile de maintenir des relations de proximité avec les employés. Fait qu'on s'est dit que d'avoir un lien avec un supérieur, ce serait la meilleure façon justement de consolider le lien comme on l'a amené précédemment et d'avoir une relation de plus de proximité et plus alignée sur les intérêts personnels des employés parce qu'elle les connaît un peu plus. Elle interagit plus souvent avec eux.
Donc, entrevoir le futur. Où est-ce qu'on se trouve en ce moment? On se trouve à un endroit où est-ce que les indices de performance ne fonctionnaient pas. Comme Philippe vient de mentionner, il y avait eu un souci au niveau des bonnies. Donc, c'était quantitatif et basé sur l'individu. Ensuite, vous êtes une entreprise qui est jeune et innovante, ce qui est très positif. Ensuite, les processus de datation étaient adaptés au contexte d'une petite entreprise, mais avec votre croissance, c'est sûr qu'il y a des changements qui vont se faire à ce niveau-là. Puis ensuite, les fonctions RH y étaient assez diffuses, donc on ne savait pas trop les responsabilités tombaient dans les mains de qui. Ensuite, après la mise en place de notre projet, ce qu'on voudrait, ce serait que les indices de performance non discriminants soient alignés avec vos valeurs, puis évite le problème justement qu'il y avait eu avec les bonnies. Ensuite, on voudrait que la politique de formation et développement des compétences aide à ne soit plus à date. Là. On veut que ce soit à jour, puis que tout le monde suive ça et que ça se passe bien. Ensuite, processus de dotation, on voudrait qu'il soit optimisé pour être en ligne avec le contexte de croissance grandissante de votre entreprise. Puis pour ce qui est des responsabilités RH, on veut que notre stratégie soit bien répartie à travers tous les directeurs et non qu'ils soient confus là-dedans. Je vous amène un bref échéancier de comment on pense implémenter nos mesures. On pensait qu'en février 2021, justement, on pourrait intégrer les nouveaux indices de productivité et de performance et la répartition des rôles plus RH parmi les directeurs et les vice-présidents et le président exécutif. Ce qui nous amènerait après, en avril 2021, de vérifier la mise en place de la première étape et la gestion des ajustements. Ça ne veut pas dire que parce que c'est théoriquement bien, ça va se passer sans heurts. Donc, on se donne une petite période d'ajustement avant d'entamer justement l'ajustement du processus de dotation qui va nous permettre de l'affiner. Ça va quand même se faire à moyen terme parce qu'il y a un principe de scénarisation quand il y a plusieurs critères comme le vote, ça prend sensiblement du temps. Soit vous développez un algorithme informatique, soit vous le faites en fonction d'une fiche technique, mais ça va prendre sensiblement du temps à faire. En janvier 2022, on va évaluer la performance en fonction des nouveaux indices et on va assurer justement ce principe de rétroaction auprès des employés pour constater le lien. Juin 2022, on prend une prise de mesure organisationnelle en termes d'indicateurs comme on l'a suivi et on va voir amener les ajustements nécessaires aux procédés qu'on a tenté d'implanter. Et janvier 2023, même chose, on va faire une deuxième prise de mesure organisationnelle pour voir si l'intégration des nouveaux processus se fait sans heurts au niveau de l'entreprise. Pour ce qui est de la rentabilité, donc votre organisation est une start-up. Alors, notre objectif principal, c'est de diminuer les coûts au maximum tout en vous offrant des solutions réalistes pour vous. Donc, pour ce faire, les ressources qu'on utilise principalement dans notre projet, c'est du temps puis des ressources humaines qualifiées. Le fait de favoriser une culture d'apprentissage et d'innovation fait la force d'Emma. Donc, tous les coûts engagés dans la poursuite de cet objectif-là auront un retour sur investissement parce que ça vous aide à conserver votre avantage compétitif. Ça représente donc la portion la plus importante des coûts de notre projet, particulièrement parce que lorsque les employés travaillent à s'adapter, ils ne sont pas en train de travailler sur leurs tâches habituelles. Aussi, ce projet-là va favoriser la mobilisation des employés. Ça va amener une plus grande performance parce que des employés engagés, c'est des employés qui ont envie de venir travailler et de bien le faire. Puis la productivité va globalement être plus élevée, ce qui va nécessairement faire en sorte que la performance organisationnelle va être plus élevée. Puis ça se traduit évidemment par des meilleures parts de marché qui s'alignent avec votre croissance. Et donc, en conclusion, on pense que la firme de J3 pourrait vous aider à assurer un peu l'avenir de votre entreprise et tout en ne dénaturant pas les valeurs et la mission qui font que vous êtes unique sur le marché. Encore une fois, avec le J3, c'est peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais on pense sincèrement que c'est ce que vous avez besoin. Avez-vous des questions? Pour la période de questions, j'ai envoyé déjà dans le chat Zoom le lien pour le chronomètre. Le chronomètre va commencer quand les juges seront prêts et vont poser leur première question. Oui, moi j'aurais une première question. Vous avez parlé de rentabilité, que ce serait principalement du temps.
Mais justement, pour outiller l'équipe de gestion, pensez-vous qu'on devrait avoir des formations qui sont offertes à l'externe? Et si c'est le cas, quel genre de budget on devrait y consacrer? C'est sûr que avoir des formations en externe, ça aiderait énormément les directeurs. Puis le genre de budget que vous pourriez vous attendre pour un projet comme ça serait peut-être aux alentours de 30 000 pour avoir quelque chose qui serait adapté à votre situation. C'est sûr qu'en ce moment, j'avais pas beaucoup de chiffres pour vous donner plus de détails, là, mais c'est sûr qu'avec un jeu d'état financier ou un budget, il y aurait moyen de faire une discussion un peu plus étayée là-dessus. J'aurais une question. Là. Tout à l'heure, vous avez piqué ma curiosité quand vous avez mentionné la scénarisation comme méthode pour le tri des candidats. Pouvez-vous aller plus en détail, me donner des exemples là-dessus? Scénarisation, comme vous avez demandé, soit un diplôme collégial universitaire. Donc, ben, je voudrais savoir, dans mon pré-tri, si j'ai un diplôme universitaire, qu'est-ce que ça implique dans ma suite de ma sélection. C'est comme préétablir des pistes de solutions, dans le fond, un peu comme un logiciel expert en termes d'intelligence artificielle, qui est un peu la base de l'AI, un peu. Là. C'est que vous avez comme une banque de solutions prédéfinies pour justement que vous n'ayez pas à vous asseoir devant un CV et faire comme Ah, ben lui, il manque ça, lui, il manque ça. Non. Je vois que j'ai un diplôme universitaire, qu'est-ce que ça implique? Je vois que j'ai un diplôme collégial, qu'est-ce que ça implique? Et on peut créer une arborescence de catégorisation comme ça qui facilite la prise de décision. Et justement, en facilitant la prise de décision, comme vous avez des critères assez vagues au niveau de votre offre d'emploi, vous cherchez plus du savoir-être que du savoir-faire, vous êtes prêt à laisser un certain espace, ça implique que vous allez recevoir beaucoup plus de candidatures parce que c'est moins discriminant comme offre d'emploi. Donc, d'assurer une meilleure catégorisation des réponses à ça fait que vous allez optimiser vraiment beaucoup le processus de présélection pour ensuite vous concentrer sur le processus de sélection, pour épurer, dans le fond, les candidatures. Merci beaucoup. J'aurais une petite question sur les performances de la productivité. On a parlé des tâches puis des contextuels. Comment on fait pour évaluer la citoyenneté organisationnelle? On pourrait y aller avec les initiatives. On a vu dans l'étude de Cole, les employés se servent beaucoup de Slack pour maintenir quand même des rapports, même s'ils ne sont pas en contexte de travail physique au sein d'un même bureau. Ce serait bon de faire la promotion justement d'initiatives qui dépassent la tâche, comme est-ce qu'il y a un 5 à 7 qui s'organise pour les conseillers en quelque sorte. Et justement, la citoyenneté organisationnelle vient mesurer peut-être en termes d'initiatives employées, en termes d'engagement dans des mandats qui dépassent la tâche. Donc, c'est sûr que ça rejoint des critères qui sont un peu plus subjectifs. Ce serait difficile de mettre un indicatif mesurable comme le nombre d'initiatives. Mais on pourrait voir peut-être le nombre de temps destiné à l'implication hors tâche, qui serait... ça ira en plus en lien peut-être avec les catégories de jeunes professionnels que vous cherchez, qui se rapporteraient plus aux milléniaux, puis qui valorisent beaucoup plus la reconnaissance de l'investissement en temps et en effort dans leur travail et moins sur la tâche. Merci. Vous aurez cette latitude-là. La direction avait un intérêt à revoir la rémunération variable ou un bonus, quelque chose comme ça. Avez-vous des idées à ce sujet-là à nous proposer? En termes de rémunération variable, c'est pas tant, je pense, la nature du boni qui avait été décrit, tant que la perception d'iniquité. Donc, peut-être, on ne pense pas que la rémunération variable est nécessairement défavorisante pour Emma, même si les valeurs organisationnelles privilégient beaucoup le travail d'équipe. On pense que uniquement miser sur le travail d'équipe, ça peut avoir également des effets dissuasifs pour la performance individuelle parce qu'on se sent peut-être moins reconnu en tant que personne au sein d'une équipe. Donc, le bonus, oui, en ayant une bonne gestion de la performance et du système, un système établi de gestion de la performance, ça permet justement d'assurer une validité et une perception de justice procédurale aux employés parce qu'on valide quand même cette rémunération variable-là sur un indicateur mesurable qui est le même pour tous, selon les mêmes critères pour tous. Donc, s'il est connu et transparent, il devrait plus facilement être accepté par les employés et perçu comme juste. Merci. Il reste environ 2 secondes à la période de questions, donc c'est tout ce qu'on va pouvoir se permettre de poser aujourd'hui.
Merci à l'équipe K. Vous pouvez quitter le Zoom et on va remettre les juges. Pardon. À vous, les juges. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci, bonne Bonne journée. journée. Merci.